bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Alors comme vous avez pu le voir avec le générique d'Horus, on va parler d'histoire, d'occultisme, de recherche, d'ufologie et de spiritualité. Et comme vous avez peut-être pu le constater, j'ai utilisé ce fond d'écran à la Matrix, car selon moi, nous vivons dans une matrice, dans une espèce de simulateur quantique gigantesque, où nous sommes tous des esprits qui expérimentons dans ce laboratoire émotionnel. Et pour discuter de tout ça, voilà, je vais ouvrir le bal d'Horus avec le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Molinier. Salut Pierre, comment vas-tu? Bonjour à tous. Bon, écoute, Pierre, je pense que tu n'es pas trop connu sur la toile. Moi, je t'ai rencontré avec Hervé, et puis voilà, j'ai trouvé que tu avais des choses très très intéressantes à partager par rapport à tes recherches, tes découvertes. Et puis c'est pour ça que j'ai le plaisir d'ouvrir le bal de Russe avec toi. Ça Donc, fait plaisir d'être le premier invité de ta chaîne. écoute, voilà, Nouvelle chaîne. merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, Pierre? Oui, alors moi je suis un Albigeois de 40 ans. Voilà, j'ai toujours vécu à Albi, sauf que j'ai fait un petit séjour à Figeac euh, durant mes études. Figeac, on connaît bien pour être la ville natale de Champollion. Mhm. Et, euh, et il m'est arrivé plein de choses extraordinaires, moi, dans ma vie, des choses qui dépassent la normalité qu'on vit d'habitude. Et j'ai eu la chance de croiser un jour quelqu'un qui m'est cher encore et qui est encore en vie, on a de la chance. Il s'appelle Jean-Jacques Moneta. Et Jean-Jacques Moneta m'a permis de découvrir un peu l'envers du décor des nombres et comment tout ça fonctionnait. Et j'en suis encore qu'aux premières découvertes. Parce que vous allez voir que là, ce que je vais vous offrir ce soir, c'est une carte au trésor. Et on a tous un rôle à l'intérieur à y jouer. Et ça va être très intéressant d'explorer tout ça. Ouais, c'est ça, Jean-Jacques Moneta t'a un petit peu initié, je dirais, à l'occultisme des nombres, des chiffres, de la géométrie, en sachant que ces derniers sont tous concaténés, parce que comment des chiffres, on en déduit de la géométrie et vice-versa. Voilà. Et on va parler surtout d'un sujet, moi, qui m'est très cher, bien sûr, c'est la Grande Pyramide. Parce qu'on se rend compte que ce joyau, en fait, c'est un jouet, hein, c'est un outil qui recèle de mathématiques et de géométrie dans tous les sens. Et je pense que justement, toi, par rapport à cette, entre guillemets, initiation à l'occultisme des chiffres, tu as découvert des choses dans la Grande Pyramide. Alors, on a découvert des choses, hein. On a découvert des choses et grâce à des auteurs qui sont très peu connus eux aussi et dont j'ai essayé de remettre un peu au goût du jour les travaux. Donc, il y a François Dupuy-Pacheran, Oui. qui est au cœur de la révélation des pyramides, Mhm. qui a été l'initiateur de Jacques Grimaud, on le sait, et je suis allé chercher ses écrits dans la revue Atlantis. Donc il a écrit que dans une seule revue, la revue Atlantis, et j'ai eu la chance, je ne sais pas si vous pouvez le voir un petit peu de là, mais vous voyez une bibliothèque au fond, et sur cette bibliothèque, vous avez tous les Atlantis que j'ai pu récupérer. Vous avez Oui. 3 étages d'Atlantis, plus des scans que j'ai récupérés. Et j'ai pu étudier l'œuvre de François Dupuy-Pacheran. Et il faut savoir quand même que c'est une œuvre qui sort du commun parce que ça va être le premier, François Dupuy-Pacheran, à s'apercevoir qu'on peut faire des additions à travers les dimensions de la Grande Pyramide en mètres et que ces additions-là, ces calculs-là, même des multiplications, il va utiliser toute la mathématique autour des dimensions de la Grande Pyramide pour faire apparaître les nombres les plus fondamentaux de l'univers des maths, Ah à oui. savoir pi et phi.
c'est les deux nombres de base, déjà, qu'il faut connaître pour appréhender le vivant et la géométrie en général. Voilà. Alors, je sais que pour certaines personnes, les mathématiques, c'est barbant, mais je suis désolé, mais pour comprendre un petit peu les secrets de la Grande Pyramide, moi je suis passé par là, il faut à un moment donné s'intéresser de près aux mathématiques, à la géométrie. Donc, pour certaines personnes hein, qui sont restées au fond de la classe pendant leur cours de mathématiques au collège et au lycée à côté du radiateur, bah désolé, mais il faut reprendre, voilà, il faut ressortir les livres, reprendre les mathématiques, parce que sinon on passe à côté de beaucoup de choses. Et moi, j'ai aimé à entendre un jour Patrice Pouillard faire l'analogie avec la Grande Pyramide et la plaque pionnière, en fait. Si la Grande Pyramide, c'est un monument qui nous a été laissé sur notre planète euh, pour nous délivrer un message, entre guillemets, celui-ci passe par les mathématiques et la géométrie. Donc si vous voulez faire des découvertes sur la Grande Pyramide, ou même assimiler les recherches de personnes que je vais vous faire découvrir dans les prochaines vidéos, et notamment aujourd'hui Pierre, je suis désolé, il faut passer par les maths, sinon on passe à côté de tout ça, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc on vous rassure, on va pas avec Pierre vous faire 1 h 30 de mathématiques, hein. On va quand même survoler des choses, mais qui sont très importantes. Tout à fait, et ça va être assez simple quand même. Ça va être de la mathématique de base, des C'est ça. additions, des équations, mais c'est pas très dur. C'est pas très dur à Mhm. comprendre. À partir du moment où on va appréhender la logique de ceux qui ont bâti ce bâtiment. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait dire, moi et Jérôme, c'est que nos détracteurs, les zététiciens, la Tronchambier, il y en a plein, hein, on les connaît tous. Maintenant, ils veulent du concret, ils veulent de la précision, ils cherchent pas à étudier le bâtiment de la Grande Pyramide tel qu'il est, c'est-à-dire une forme géométrique, mathématique. Pour eux, ce n'est qu'un mausolée avec une histoire derrière, et il y a peut-être une seconde histoire, et c'est celle qu'on va essayer de vous raconter là maintenant. C'est-à-dire que la pyramide de Khéops se cache en fait un mécanisme mathématique qui permet de passer de la fonction à la forme, c'est-à-dire de la pensée à la matérialité, Oui, à oui. matérialiser ses pensées. Et c'est On va voir exactement. que leur pensée, elle va se matérialiser grâce à des équations super simples et des résultats qui sont d'une précision qui est sans doute infinie. Oui. Voilà. On ouvre d'ailleurs un canal de discussion avec nos chers amis et détracteurs. On va vous présenter des équations et on va vous donner notre point de vue. Et on attend de vous que vous calculiez comme nous et que vous nous disiez si ça tombe juste ou si ça tombe pas juste. Voilà. Nous, personnellement, on l'a calculé à 200 décimales après la virgule et on sait que nos calculs tombent juste. On n'a pas pu calculer plus que 200 décimales après la virgule parce qu'on n'avait pas les moyens matériels de le Mhm. faire. Mais on vous demande, vous, de vérifier ce qu'on va vous montrer parce que nous, ce qui nous apparaît, c'est que ça devient de plus en plus extraordinaire, cette histoire. Et oui. Et puis bon, c'est pas tiré par les cheveux, comme tu le dis. Là, on se repose sur des maths, hein, c'est pas des spéculations quelconques. On se repose quand même sur des mathématiques, de la géométrie, et c'est difficilement démontable hein, lorsque, comme tu le dis, on est 200 chiffres après la virgule, quoi. Ouais. Voilà. Donc, bah écoute, Pierre, on peut peut-être commencer des partages d'écran si tu veux. On va tout de suite. On avait vu ça avec Pierre, on a vu ça ensemble. On va déjà reprendre un petit peu les dimensions de la Grande Pyramide, donc les dimensions académiques admises hein, aujourd'hui. Hein. Voilà, et c'est sur ces dimensions que François Dupuy-Pacheran et d'autres ont travaillé. Donc, bon, voilà, il fallait rappeler un petit peu toutes ces dimensions. Alors, comme va vous faire voir Pierre, hein, on peut travailler aussi bien avec le mètre qu'avec la coudée royale. Parce Tout à qu'aujourd'hui, fait.
c'est indéniable, les concepteurs de la Grande Pyramide connaissaient cette mesure du mètre et aussi de la coudée royale. Ils ont jonglé avec ces deux mesures. Aujourd'hui, il n'y a plus à essayer de le démontrer. Pour moi, c'est une certitude. Il suffit de reprendre les dimensions au sol de la chambre haute et qui nous donne 31 mètres 40, enfin 41, oui. voilà le nombre pi exprimé en mètres, voilà, Fois 10. fois 10, Voilà. exactement. Et ce nombre pi exprimé en mètres fois 10, on va le retrouver. Alors, je ne sais pas si le partage d'écran a fonctionné. Oui, c'est bon. Alors ici, vous voyez, si vous regardez ma souris, je me concentre sur ce dessin-là. Et vous pouvez voir que si on trace un cercle, donc là, on a la grande pyramide vue d'en haut. Et si on trace un cercle qui a pour diamètre la hauteur de la grande pyramide, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il trace un cercle qui dépasse la grande pyramide de 31 mètres 416, c'est-à-dire le nombre pi fois 10 en mètres. En mètres. Donc ça, c'est une information intéressante parce que pour ma part, je l'avais jamais vu. Donc en fait, on reprend la quadrature du cercle, en fait, c'est ça, Pierre. Voilà, on n'est pas loin de la quadrature du cercle. À chaque fois, on s'en rapproche et c'est intéressant. Alors, après, il faut tout de suite expliquer aux gens que les dimensions de la Grande Pyramide, on les connaîtra peut-être jamais exactement. Le problème étant que le parement a disparu et que exactement savoir au dixième de millimètre où est-ce que s'arrêtait ce parement, c'est plutôt compliqué. On peut avoir une approche à 1 ou 2 cm. À 1 ou 2 cm, on est à peu près sûr des dimensions de la Grande Pyramide. Le problème étant que la Grande Pyramide a perdu au fil de ses mesures des dizaines de centimètres. Enfin, au moins une dizaine de centimètres concernant la face sud. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. C'est ce que tu m'expliquais entre les mesures qui ont perduré pendant des décennies et les dernières mesures qui ont été prises au laser. On a des écarts de 10 cm, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Pour le bâtiment le plus étudié, le plus mesuré, moi je mets un peu en doute la dernière mesure laser. Parce qu'on peut faire tout dire à une mesure. Et vu que ce qu'on a, nous, trouvé, on l'a diffusé depuis déjà 5 ans sur Internet, depuis déjà 6-7 ans en fait, on pense plutôt, nous, que cette mesure-là, laser, la dernière mesure laser, elle est plutôt là pour embrouiller le monde plutôt qu'autre chose. Parce que vraiment, la face sud perd 10 cm et vraiment, ça nous étonne dans ces dernières mesures. Donc, on demande un complément d'information, par exemple, à nos détracteurs concernant ces mesures-là. Et nous, on est prêt à aller sur le bâtiment, le refaire à la mesure. Parce qu'on est persuadé, vu ce qu'on a trouvé, que le bâtiment, il fait une mesure particulière et qu'il n'a pas perdu 10 cm comme ça depuis qu'on a diffusé nos travaux. C'est pas possible. Voilà. Donc là, vous avez des dimensions de la Grande Pyramide qui sont exprimées en mètres que vous pouvez voir à l'écran. Ouais, donc il y a des mesures intéressantes parce que je sais qu'on va en reparler ensemble par la suite. Donc lorsqu'on a cette vue du dessus que tu viens de nous faire voir, bon, les côtés de la Grande Pyramide mesurent approximativement 230 mètres. Ah oui, ça c'est sûr. Il faut 230 mètres à peu près chacun. Donc divisé par 2, on retrouve ce 115,192 mètres. Voilà. Alors ça, c'est des dimensions théoriques à partir d'une coudée royale qui serait égale à 0,5236 mètres. À partir de là, 220 coudées royales de 52,36 cm ferait 115 mètres, 192. C'est de la théorie mathématique, mais elle n'est pas inintéressante parce qu'elle permet d'aboutir, comme vous pouvez le voir sur la droite ici, à cette addition-là, c'est-à-dire le demi-côté plus la hauteur de la Grande Pyramide, qui serait égale
à 261,8 mètres, c'est-à-dire le nombre d'or au carré, parfait, avec une décimale après la virgule. Mmh. Très intéressant aussi. Donc ça c'est intéressant. Ça prouve qu'il y a donc une mathématique à l'intérieur. Et le libraire qui m'a initié à tout ça, Jean-Jacques Moneta, lui, il était parti d'un article de François Dupuy-Pacheran. Que tu vas nous partager. Voilà. Dont je vais vous partager un extrait parce que les droits de Atlantis sont discutés par beaucoup de monde. Et on ne peut pas vraiment donner des extraits d'Atlantis comme ça, comme on veut au grand public. Il faudrait acheter les Atlantis parce que derrière nous, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on diffuse l'information. Alors là, ce que vous pouvez voir sur le côté gauche, c'est l'extrait d'Atlantis. C'est donc un schéma qui a été dessiné par François Dupuy-Pacheran au début, entre les années 59, je crois, ou 60 ans. C'est au début des années 60. Ouais, comme quoi, déjà, ces informations ne sont pas toutes jeunes. Hein. Non, c'est ça, oui, ça a déjà 60 ans, quoi. Hein. C'est ça. Ça a déjà 60 ans que c'est sorti dans le public. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est donc les proportions mathématiques de la Grande Pyramide quand on la coupe de haut en bas. Donc, l'apothème fait le nombre d'or et le demi-côté fait l'unité de la pyramide, 1. Si on reprend mètre, François Dupuy-Pacheran, lui, il s'est aperçu de suite d'un truc extraordinaire, c'était que la hauteur, si elle faisait 146 mètres à peu près 60, c'est-à-dire les données qu'on avait à l'époque, plus le demi-côté 115 mètres,20, donnait le nombre d'or au carré, ce que je vous ai fait remarquer tout à l'heure. Donc c'est lui le premier qui l'a remarqué, que ça faisait 1 mètre, c'était une combinaison de 100 mètres plus le nombre d'or au carré. Et moi, j'ai rajouté un trait à un trait noir, comme que vous pouvez voir là avec la souris, ici. J'ai rajouté un trait noir pour symboliser une équation, en fait, que j'ai reproduit ici. Donc, comme il y a en haut, 1,618 sur 1, et là, j'ai gardé les proportions qu'on a là. Donc, c'est pas 115 mètres,20, c'est 1, comme on a vu. Et c'est pas 146 mètres 60, c'est 1,272. La proportion, c'est-à-dire racine de phi. La proportion mathématique. Et ça nous donne un nombre très particulier. C'était le résultat de cette équation-là, dont le premier à l'avoir trouvé, c'est Jean-Jacques Moneta, le libraire, mon papa spirituel, un peu, qui m'a mis le pied à l'étrier à tout ça. Et il avait remarqué que ça donnait un chiffre très particulier, ce chiffre-là. Et vous allez voir dans une vidéo complémentaire que je ferai sur la chaîne d'Hervé, Le Monde Mystérieux, que ce nombre-là va donner une clé incontestable pour parler de la Grande Pyramide et d'un message mathématique inclus à l'intérieur. Voilà. Ce que je peux vous dire de suite. Donc, si on reprend un petit peu la Grande Pyramide, on va parler un peu de ce que nous a enseigné François Dupuy-Pacheran. Donc, c'est des extraits de ses phrases qu'il a énoncées de l'Atlantis numéro 217, donc ce fameux Atlantis dont je vous parlais tout à l'heure, avec les proportions et l'équation. Donc, il a écrit une phrase qui résonne, je pense. On va la lire ensemble. Tu veux la lire, Jérôme? Bah écoute, je me lance. Ouais. Donc, tout le monde connaît la célèbre phrase de la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, etc. Or, cette table, dit la légende, est enterrée quelque part dans les environs de la Grande Pyramide. François Dupuy-Pacheran, Atlantis numéro 217. C'est ça. Donc, d'après Pacheran, ce sont des légendes qui lui ont permis d'aboutir à une compréhension du plateau de Gizeh qui va bien au-delà de ce qu'on pensait au départ. Oui, à savoir qu'il y a un lien extrêmement fort entre l'alchimie
et la Grande Pyramide, le plateau de Gizeh en général. Ah oui, ça, je vous invite à creuser le sujet. J'ai déjà fait des vidéos avec Hervé sur Monde Mystérieux à ce propos, et vous verrez qu'il y a des liens quand même, c'est du lourd, quoi. Exactement. Donc on va faire un peu la promotion de mes pages Facebook. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Justement, je mettrai en lien sous la vidéo les liens justement pour accéder aux pages Facebook que Pierre a créées. Donc il y a 2 pages, hein, c'est ça, Pierre? C'est ça, il y a 2 pages. Il y en a une consacrée aux travaux de François Dupuy-Pacheran et d'autres chercheurs très intéressants. Et il y en a une autre sur un univers de nombres, carrément, qui ne parle que de la géométrie cachée qu'il y a dans les nombres et qui s'appelle les plans de l'univers, dont on va vous parler un peu plus tard. Donc, à travers la page Facebook, vous allez pouvoir voir un petit peu toutes les géométries que François Dupuy-Pacheran a présentées, soit par écrit, soit dessinées lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple de s'apercevoir de... Il y en a plein. On pourrait prendre n'importe laquelle. On va en prendre une concernant ce qu'on appelle l'horizon de Khufu. Oui, tu m'en as parlé hier et je trouve que c'est très intéressant aussi de... Tout à fait. Oui. L'horizon de Khufu, c'est la distance à laquelle vous voyez l'horizon quand vous êtes tout à fait en haut de la Grande Pyramide. Donc ici, symbolisé par ce trait-là. Vous êtes en haut de la Grande Pyramide, ici, et vous voyez l'horizon à 43 200 mètres. Et vous avez le nombre ici. Et on sait que dans une demi-journée de 12 heures, il y a 43 200 secondes. Donc, c'est ce rayon qu'on peut tracer et le diamètre qu'on peut tracer de ce cercle défini par l'horizon de Khufu, c'est-à-dire la distance à laquelle l'œil voit l'horizon, le à plus loin partir de la possible. Grande Pyramide. Cela fait un nombre très particulier qui est 86 400, donc le double de 43 200, et qui est le nombre de secondes dans une journée. Oui. Donc on peut constater que est concaténé dans la Grande Pyramide un nombre incroyable de données géostationnaires de la planète. Oui, c'est ça. À commencer, par exemple, par le nombre de secondes qu'on a dans une journée. Oui, et ça, de la part des concepteurs, c'était très fort. Ouais. Ouais. C'est super fort. Et parce que c'est là où à un moment donné, on se pose de sérieuses questions, Pierre, parce que on se dit mais comment ont-ils fait pour sans vous parler de la construction, hein. Déjà là, ça c'est un gros problème, c'est un gros sujet, mais de par sa réalisation. C'est-à-dire qu'avant de commencer à poser la première pierre, ils avaient déjà tout calculé. Voilà, ils se sont dit ça, on va faire un magnifique outil de calcul. Et c'est là où c'est une prouesse, c'est comment intégrer au sein même de la structure de la Grande Pyramide déjà des données mathématiques de haute volée, mais en plus, comme là tu nous le fais voir, de par sa hauteur, et donc l'horizon de Khufu, hein, je vous rappelle, c'est le nom de la Grande Pyramide, hein, c'est l'horizon de Khufu, de par cette hauteur, comment nous faire ressortir aussi ces données, comme tu le dis, de temps en fait. c'est ça. Comment insérer des données temporelles à l'intérieur de ce monument. Ça devait être une question qui devait trotter dans la tête des gars qui ont réalisé ça. Et moi, j'en viens à la conclusion, enfin, c'est peut-être hâtif de conclure maintenant, mais il y a vraiment un grand mystère. Et voir tous ces nombres-là qu'on connaît, qui correspondent à... Alors là, par exemple, hein, j'ai changé de diapositive et on va s'intéresser au résultat qu'il y a là, 518 400. 518 400, c'est le nombre de coudées royales que fait cet horizon de Khufu. Cet horizon en cercle. Cet horizon de Khufu, en cercle.
Un cercle, ouais. Et ce 518 400, si on met une virgule après le 51, c'est exactement l'angulation de la Grande Pyramide. Donc on retrouve aussi l'angulation de la Grande Pyramide qui vient servir l'horizon de Khufu. Oui. Et c'est pas tout, c'est aussi égal, ce 518 400, à 20 précessions d'équinoxe de 25. 27 920. Mhm. Donc c'est un petit peu comme si on avait affaire à un observatoire depuis la hauteur de la Grande Pyramide qui permettrait de regarder un peu l'horizon des événements sur 20 années, 20 années équinoxiales. Mhm. Ce qui représente des distances de temps absolument phénoménales. Hein. C'est On ça. est là on repart dans les traditions, les anciennes traditions qui nous parlent des âges d'or, des âges de fer, etc. etc. Là c'est vrai qu'on peut estimer qu'il y a pu avoir un âge d'or. Il y a pu avoir un âge d'or. Oui, mais la grande question qu'on peut se poser, c'est justement, là on parle d'années équinoxiales, hein, comme tu le dis, donc de 25 920 ans. Il a fallu quand même computer pendant 25, au minimum 26 000 ans Oui, ces données pour pouvoir les reproduire ensuite. Mais aucune civilisation, à ce que j'en sais, n'a pu perdurer et se transmettre ce savoir et en disant voilà et continuer à reprendre nos calculs pour justement savoir qu'une année précessionnelle faisait 25 900 années. 920, tout à fait. Oui, oui, ben oui, comment ils ont fait pour le savoir? Ça, c'est Exactement. sûr que déjà, il faut qu'il y en ait un qui commence à se dire, tiens, on pourrait le faire. Voilà. Il faut qu'il arrive à convaincre les autres En de perdurer ça pendant des années et des années. Voilà, pendant 26 000 ans, le temps de dire ah bah voilà, on a fait un tour quoi. Bon Alors, après on peut faire des calculs par rapport à l'astronomie puisque justement cette année précessionnelle est calculée astronomiquement en se servant des étoiles et des différentes constellations, hein, comme ça a été expliqué dans LRDP à la fin hein, pour justement calculer l'ère précessionnaire des équinoxes. ouais, Donc là, ouais, c'est des grosses ça lance questions un nombre encore. de questions qui est Com- impressionnant. Comment connaissait-il ces données de temps? C'est surtout ça, ces données de temps. Parce que là, c'est pareil, tout à l'heure, tu nous faisais voir avec l'horizon de Khufu, hein, c'est l'équivalent du nombre de secondes dans une journée. Mais encore fallait-il avoir un instrument de mesure basé sur la seconde, Qui battent à la seconde, tout à qui fait. batte la seconde, voilà, pour savoir combien on peut fractionner en combien de secondes une journée. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est comment ont-ils fait? Voilà. On sait que nos détracteurs, ils nous disent, de toute façon, ça c'est de la pyramidologie, ça ne vaut rien. Exactement, mais à partir du moment où là on commence à aborder voilà, on fait des constats et on se Ah oui, dit mais comment ont-ils fait? Bon, nous, évidemment qu'il y a nous, des nous, détracteurs, ils disent mais ils l'ont pas fait, c'est impossible, c'est vous qui cherchez ces trucs-là et qui les trouvez parce que ça vous arrange. Bon, c'est une réponse facile. Hein, ça, évidemment, c'est le côté, c'est la facilité de dire bon, bah, on va pas se creuser la tête, c'est des conneries. Ils ont, hein, c'est le tabouret de Jean-Pierre Adam, ils voient pi partout, et puis ils voient des secondes, et puis des trucs qui n'existaient pas à cette époque-là. Donc, bon, nous, on les constate, et justement, certains vont se dire c'est de la masturbation cérébrale, mais nous, on veut percer ce mystère, quoi. Comment ont-ils fait? ouais, c'est surtout que s'il y en avait qu'un mystère, s'il y avait que ça, par exemple, on C'est se ça. dirait oui, Si c'est on retrouvait possible. une fois le nombre d'heures quelque part dans la Voilà. Grande Pyramide, bon, on pourra en débattre, hein. Mais là, c'est- C'est tous les C'est jours. Tous les jours, et oui, et tu ouvres puis le livre, tu en trouves une nouvelle. je Donc, sais pas si tu as vu la vidéo qu'on avait fait avec Yann. C'était un jeune chercheur qui lui justement a travaillé sur la Grande Pyramide avec les coupes, les données, etc. Et oui, oui. c'est une ribambelle de Ah données oui. mathématiques, mais ça part dans tous les sens. C'est que ça. C'est pas un coup on a eu Ouais, la chance de. Non, c'est ça. que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'en suis convaincu. C'est voilà, comme disait Patrice, c'est une plaque pionnière, quoi. Il y a un message mathématique, géométrique à décoder dans ce monument.
Et pas Mais que, et pas, et pas que dans celui-ci. Et si, et si pas on que se dans celui-ci. réfère Oui, oui, il y a des si on se relations. réfère à l'île de Pâques, par exemple, pour ne parler que d'elle, mais qui est l'une des plus belles îles au monde, Mhm. est quand même située à 16 16 180 180 km km de Gizeh. de, Ouais, de l'apex de la Grande Pyramide. De c'est ça. l'apex de la Grande Pyramide. Mhm. C'est Ouais, c'est incroyable, quoi. là, là, on est dans le mystère. Exactement. On est dans le mystère. Mais Ça fait comme, partie de la géométrie sacrée. Et oui, ouais, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a un rendez-vous chez Hervé Monde Mystérieux, je me permets juste de le rappeler, Mhm. où vous verrez qu'on va passer du mystère à l'éclaircissement total. Ah bon, Et ça va piquer, hein. ça va piquer. Ça va piquer, mais voilà, ça va être sympa. Mhm. Alors justement, là, tu vois, on a fait un petit peu le tour des différentes dimensions de la Grande Pyramide et puis aussi bah, par exemple, ce que tu nous fais voir avec l'horizon de Khufu. Moi, je voudrais en revenir. Ah oui, on peut partager aussi celle-là, parce que Ouais, c'est fort de elle, café aussi. elle est super intéressante. Elle est très Alors, intéressante ça aussi. paraît beaucoup mathématique, tout ça, mais on va vite vous expliquer. Donc là, ici, vous avez la Terre, ici, vous avez la Lune, et donc vous avez l'orbite que prend la Lune autour de la Terre. Euh, François Dupuy-Pacheran, dans trois numéros d'Atlantis, le numéro 336, le numéro 338 et le numéro 340, diffusés dans les années 1985, donc qui sont encore disponibles si vous les trouvez, c'est collector, ça achetez-les, c'est super intéressant de les avoir, quoi. Ah, j'aimerais bien dans une foire à tout tomber sur, sur la collection complète Ah d'Atlantis. ouais, ouais. Je les ai pas tous, moi, les Atlantis. Mm, Il me mm. manque de Pacheran, il me manque trois articles là, sur les 52 qu'il a fait. Il me manque trois articles. Alors, il peut se passer des choses extraordinaires dans les articles qui manquent aussi, hein. Donc, Mm. si, j'essaierai de vous passer les numéros de Pacheran. Il faut que je les retrouve. Mhm. Donc là, il a fait ce lien avec On les l'orbite mettra en, lunaire. on les mettra en description, les numéros. Oui, 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 oui. On mettra ça en description sous la vidéo. Ouais. Et du coup, oui, il a fait ce rapprochement avec l'orbite lunaire, mais converti en coudée royale, mais aussi en kilomètres. Alors, oui, il y a ça. Oui, oui, ça c'est Mhm. extraordinaire. Si on traduit des kilomètres de l'orbite en coudée royale, eh ben, on s'aperçoit que c'est pratiquement deux côtés de la Grande Pyramide, hein, parfaitement, à un dix millième près. À un dix millième près, à peu près. Mhm. Ouais, 230 mètres, C'est ça, 400. 460,8, ça ferait. C'est marqué là, vous voyez. Mhm. Deux côtés de la Grande Pyramide, 460 mètres,8. Et on retombe sur 20 000 fois, là il y a marqué 10 000, mais c'est une coquille, hein, c'est 20 000 fois un côté de 230 mètres, 399. Ça, c'est le côté que donne l'orbite lunaire, en fait. Mhm. Mhm. Si on prend l'orbite lunaire, elle nous donne ça comme dimension de la Grande Pyramide, et la dimension de la Grande Pyramide, elle est à peu près égale à ça. Donc on est très très proche, hein. Là, on est très très proche, on est en plein dans les dimensions de la Grande Pyramide. Mhm. Et donc, rien que l'orbite lunaire en coudée royale, c'est deux côtés de la Grande Pyramide. Fois, fois 10 000. Mhm. Fois 10 000. Et c'est pas fini, parce que la surface d'un seul triangle de la Grande Pyramide, Donc d'un donc côté. Mhm. ici vous avez, je vais repasser en partage d'écran, je vais arrêter le partage d'écran pour vous montrer une maquette que j'ai faite, que vous pouvez voir à l'écran. Et donc François Dupuy-Pacheran, lui, nous dit qu'un seul côté, qu'un côté de la Grande Pyramide, un triangle de la Grande Pyramide, il fait à peu près 16 889 mètres carrés. 16 889 mètres carrés. Mhm. Et lui, François Dupuy-Pacheran, il s'est aperçu que la Lune, quand elle fait 7 fois le tour de la Terre, donc 7 mois lunaires, parce qu'un tour, ça fait un mois lunaire, Mhm. se fait à peu près en 27 jours, 2, je crois, 32, oui, c'est ça. ou 32, ouais. 27-32. Mhm.
C'est exactement égal à 16 889 241. Donc on va repartir sur le partage d'écran là, pour que vous voyez la similitude visuelle des nombres, que vous compreniez bien de quoi on parle. Donc on parlait du triangle de la Grande Pyramide inséré dans ce système-là, dans le système donc, de la Terre et de la Lune. Donc, un triangle de la Grande Pyramide, on a vu que c'était égal à 16 889 et des poussières mètres carrés. Et bien, on s'aperçoit que c'est le même chiffre multiplié par... C'est 7 orbites lunaires, en fait. Pas dire de bêtises. Tac, tac. Il est multiplié par 100. Donc, 100 fois la surface, une surface d'un seul triangle de la Grande Pyramide, c'est égal à 100 fois. Il faut le multiplier par 100 et on obtient 7 mois lunaires. Et c'est les mêmes nombres. Oui. C'est les mêmes nombres. C'est exactement la même chose, sauf qu'on a déplacé la virgule. Et on joue toujours avec le mètre. Et toujours avec le mètre. Et là, ce qui est fou, là c'est avec le mètre, ouais. Là, ce qui est fou, c'est que pour intégrer ces données, il faut bien sûr connaître la distance Terre-Lune. Et puis, qui est connu depuis quelques décennies. Hein. Et voilà. Donc on se retrouve encore face à des données. Selon la thèse officielle, c'est les concepteurs qui auraient construit cette grande pyramide il y a 4500 ans bientôt ne connaissaient pas ces données. Donc là, c'est encore le hasard qui... Mais non, c'est pas le hasard. Moi, c'est là où je trouve que c'est extraordinaire tout ce qu'on peut découvrir dans cette grande pyramide, parce que là, on va survoler des choses ensemble, Pierre. On va pas pouvoir mettre tout à plat, parce qu'il y a tellement à dire. Mais, et on peut finir sur les 28 orbites lunaires ici, qui sont égales donc à un nombre, un kilomètre, 66 556 966,4 km. Et ce nombre-là, si on le divise par deux côtés de la pyramide, donc on parle quand même de la distance que fait 28 mois lunaires autour de la Terre. Donc 28, encore ce 28, c'est intéressant quand même le 28. Hein. Il y a 28 doigts dans une coudée royale. Divisé par 28, tu le multiplies par 10, tu as la hauteur de la Grande Pyramide en coudée royale, donc 280. Ce 28, il est super intéressant. Et donc ce nombre-là qu'on avait, qui est égal à 28 orbites lunaires, tu le divises par deux côtés de la pyramide et tu obtiens un nombre, 146 608, qui ne parle pas à tout le monde peut-être, mais si on fait une virgule là, juste au milieu, entre 146 et 608, et bien ça nous donne la hauteur de la Grande Pyramide, fois 1000. Fois 1000. C'est 1000 fois la hauteur de la Grande Pyramide. À mètres. Donc là encore, là si tu n'as pas quelqu'un qui a trafiqué la matrice... Hein, c'est là où on va en venir, Pierre, justement. Hein. Ou alors, c'est pas trafiqué et il se trouve que c'est un point de convergence mathématique de la matrice. Mais en fait, il y a un truc là. Ouais. Là, tout ce qui nous entoure, on nous crie la Grande Pyramide. Quoi. On étudie la Terre, on voit la pyramide. On étudie la Lune. Bon, ben, c'est comme si c'était sa sœur. Oui. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment... Il faut savoir justement que si tu insères, parce que là tu vas nous le faire voir tout à l'heure, hein, lorsque tu insères la coupe de la Grande Pyramide dans un cercle, on retrouve cette pyramide inversée qui est dessous, qui est beaucoup plus petite. Mais voilà. Moi j'avais vu ça sur le site de Georges Vermar et Mathieu Lavaux. En fait, lorsque tu fais l'inverse, tu inscris un cercle dans la coupe de la Grande Pyramide, eh bien ce cercle ne va pas aller jusqu'en haut, justement. Par contre, si tu reprends ton compas, tu le mets sur la pointe de la Grande Pyramide et tu viens en tangente sur ce cercle, tu retraces un cercle qui va être beaucoup plus petit, tu as exactement les dimensions Terre-Lune. Ah ouais, tu vois. Ouais, il faut savoir que si on additionne le diamètre de la Terre et le diamètre de la Lune, on va retomber sur 16 180 km. Donc, oui, c'est extraordinaire. Et voilà. Puis là où ils ont fait fort, Mathieu Lavaux et Georges Vermar,
c'est sur la distance des étoiles du baudrier d'Orion. D'Orion aussi. Alors là, Alors, bon, ça a été un petit peu contesté, ce ça a été calcul. contesté? Ah Ça ouais? a été contesté, oui. Certains ont refait les mesures avec les données astronomiques plus récentes, et apparemment on ne retombe pas vraiment sur 50, 52, 50 000, enfin, 5236 années-lumière. 5000, voilà, c'est ça. Il y a des différences. Donc, bon, à prendre avec des Ah ben, pincettes aussi. on fait notre check-up hein, aussi. Bah, c'est ça, on fait nos contre-enquêtes aussi. Hein, c'est sûr qu'il ne faut pas tout, faut pas plonger tête Ça baissée nous arrive dans de n'importe quelle faire ça. information. Il faut aussi prendre du recul, contrôler soi-même, vérifier soi-même, et puis bon, voilà. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, bon, comme vous avez pu le voir hein, sur la présentation de Horus, hein, moi j'ai utilisé ce fond d'écran de matrice. Pour moi, on est dans une matrice, et là voilà, moi j'ai l'intime conviction que cette grande pyramide, c'est un petit peu l'empreinte de la matrice. Alors après, est-ce que Le cœur même vivant de la vie. c'est Ce qui ça? pulse la vie, c'est le cœur du truc. Hein. Et, Je sais que Graham Hancock avait. l'extérieur est fabuleux. Alors l'intérieur, je ne l'ai pas encore étudié, parce que je me suis intéressé qu'à l'extérieur de la Grande Pyramide. L'intérieur, je le connais au travers des recherches des autres. Hein. Mais moi, je m'en suis pas occupé plus que ça. Je sais que, euh, comme l'entrée de la pyramide est face nord, ça serait plus avec les dimensions de la face nord qu'il faudrait étudier l'intérieur. Ça, c'est une petite donnée que je peux Ouais, dire. Une piste. Eh ouais. Ça sera intéressant. Le jour où on aura toutes les équations de chaque face, là, ça sera intéressant. Là, ça serait intéressant de l'étudier avec les équations de la face nord, parce que ça va donner des choses extraordinaires. Je le sais déjà. Je vous tease juste un petit peu. Ouais, donc parlons de cette pyramide inversée, justement, Pierre. Alors, cette pyramide inversée, elle est intéressante. Elle apparaît ici. Alors là, vous voyez des dimensions. C'est des dimensions qu'on a calculées grâce à des équations spéciales, dont vous verrez les démonstrations chez Hervé. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est ce rapport avec le nombre d'or et le mètre. Ce sont les proportions mathématiques. Les proportions mathématiques de la Grande Pyramide. Et on peut s'apercevoir que donc il y a une chambre ici au milieu, dans la Grande Pyramide, ici. Et si on trace un cercle qui a pour rayon cette hauteur-là, qui fait à peu près 118 mètres de haut, à partir de la chambre de la reine. Donc sur la pointe que fait la chambre de la reine, on trace un cercle. Ce cercle nous amène à tracer cette figure-là. Donc le cercle passe par toutes les pointes de la coupe, de la Grande Pyramide. Et nous avons des proportions mathématiques qui interviennent. Et notamment, on découvre cette contre-pyramide qu'on peut construire, qui fait 90 mètres et quelques de profondeur, et qui est égale en proportion à l'inverse de la racine du nombre d'or. Donc ça, c'est intéressant. Et on retrouve la racine du nombre d'or qui vient fermer cette pyramide. Voilà. Ça ferme géométriquement, ça clôture par la racine de la vie cette contre-pyramide. Et ça, c'est encore exceptionnel de retrouver cette combinaison avec une simple couple. Là, il n'y a que du phi, il n'y a que du racine de phi. C'est ça, voilà. Celui qui aime le racine de phi, il est servi. Celui qui aime le phi, il y a de quoi faire, en effet. Donc oui, en plus, tu nous as fait voir une petite maquette que tu avais construite tout à l'heure, et justement, tu as fait cette maquette avec cette pyramide inversée. Avec cette pyramide inversée, je vais vous la remontrer, que vous puissiez un petit peu imaginer un petit peu qu'est-ce que ça fait visuellement. Juste un instant. Voilà. Donc vous avez la grande pyramide ici, et vous avez dessous la contre-pyramide. La contre-pyramide. Donc la grande pyramide ici, en haut, la grande pyramide vue d'en haut, dont on voyait tout à l'heure, une face de la grande pyramide qui équivaut à 28 orbites lunaires, fois 1000, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus combien. Ça aussi, c'est très difficile
de tenir les chiffres tellement il y en a, de Oui, se c'est ça. rappeler de tous, et il faudrait être un ordinateur, quoi. Et la contre-pyramide, qui elle est à base de racines de phi en coupe, quoi. Est-ce que Là, tu as des, est-ce que par rapport aux dimensions de cette contre-pyramide, il y aurait pas, t'aurais pas fait le lien avec les dimensions d'autres pyramides euh, présentes sur Terre? alors, tu fais bien de m'en parler, cette contre-pyramide, je t'offrir une exclue. C'est une théorie à moi qui a émergé dans ma petite tête. Alors, partager l'écran, ici, ici. C'est bon. Donc, Guy Mouni nous disait que les chambres et les conduits de la Grande Pyramide sont peut-être des conduits et des miniatures, sont peut-être des conduits agrandis du sous-sol de Gizeh. En gros, ça serait les plans du sous-sol de Gizeh qui seraient à l'intérieur de la Grande Pyramide. Mhm. Et avec des conduits, on accéderait à des chambres, etc., etc. Et je me suis intéressé, moi, au design que faisait. Donc ici, sur la gauche, vous avez le design originel. Mhm. Et sur la droite, vous avez le design que fait en rouge la Les, chambre les, de con- la reine. les conduits de la chambre médiane, oui. C'est ça, de la chambre médiane. On va l'appeler comme ça, ouais. J'aime pas l'appeler Donc, chambre de la reine. ouais. Ben ouais, c'est un peu condescendant. Bien Ou que alors, ce soit. trouvez-moi la reine. Donc là, tu peux voir que ces conduits-là, en fait, ils sont très spéciaux. Et en fait, ils équivaut en fait à la contre-pyramide. Ah oui. L'angulation, c'est la même que la contre-pyramide. Donc on peut agrandir et abaisser la chambre de la reine pour la faire apparaître ici sur le monument. Mhm. C'est la même chose, c'est la même angulation. Et donc du coup, je me suis dit, si s'en faut ces couloirs-là, du coup, ils deviennent ces petites ouvertures, ça devient des couloirs qui nous permettent de descendre à une chambre qui serait située à 90 mètres à peu près Mhm. à l'apex de la Grande Pyramide, sous le sous-sol de la Grande Pyramide. Donc c'est peut-être ça. C'est D'accord. peut-être ça. C'est une idée que j'ai eue. Bah, écoute, de toute manière, hein, c'est toujours bon à prendre. Après, je ne sais pas, avec les différentes techniques qu'on utilise actuellement, bon, le muon a permis, enfin les techniques au muon ont permis de détecter comment dire, des cavités au sein de la pyramide, mais je ne sais pas si avec les techniques au lidar, etc., on est capable de se faire une représentation de ce qui se situe en dessous et dans des profondeurs assez Alors c'est conséquentes. peut-être pas avec le lidar, mais c'est avec un mécanisme cousin, quoi, à mon avis. Oui, c'est ça. Mhm. Pour aller beaucoup plus en profondeur, quoi. Mhm. Ah, intéressant, intéressant, Pierre. Merci pour cette exclusivité. Merci Avec pour ce plaisir. partage. Une petite théorie. Voilà. Donc, est-ce que tu veux Alors, aussi justement nous parler un petit peu de... Parce que on l'a vu tout à l'heure, il y a ce chiffre 220 qui ressort, ah oui, puisque le chiffre de c'est la moitié de comment d'une notre des flotte. faces en coudée royale. Hein. Et justement, quand tu as été initié au nombre et aux chiffres avec et à la géométrie avec Jean-Jacques Monas, Jean-Jacques Moneta. Moneta, pardon, excuse-moi, Jean-Jacques Moneta, autant pour moi. Ouais. Euh, tu as travaillé sur des grilles de nombres. Voilà. Je Alors voulais que tu nous là, ça va. partages ça parce que. Ouais, tout à fait. Là, ça va devenir intéressant. Donc là, si vous avez toujours le partage d'écran, vous voyez que le demi-côté, qui est égal à 1 en proportion mathématique, à l'unité de la Grande Pyramide, en nombre, en coudée royale, elle fait 220. Hmm, Et ce 220 qui fait une unité, vous allez voir qu'on le retrouve dans une découverte qu'a fait Jean-Jacques Moneta, encore, et dont j'ai participé à passer au niveau supérieur. Euh, Vous allez voir ici, ouais, c'est ça. c'est ça.
Donc, Alors avant, voilà, c'est par cette grille-là, exact. par cette grille-là. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est très simple. Ça se lit de gauche à droite, ligne par ligne. Voilà, vous faites la première ligne et vous descendez à la seconde, etc., comme vous feriez pour lire un roman. Et donc, vous pouvez voir que le premier nombre, c'est 3, et après, c'est 12, après, c'est 21, après, c'est 30. Bon, en fait, il y a une progression logique et constante entre les cases. C'est à chaque fois, on rajoute 9. Exactement. On rajoute 9, et à 93, on revient à la ligne, on met 102, 111, etc., etc. Et lui, Jean-Jacques Moneta, voilà comment il me les a montrés. Il en avait une qui dépassait là. 399, on l'écrivait aussi sur la ligne des 300. Et comme il y en avait un de plus, il apparaissait en plus. Il faut savoir qu'il y a 111 nombres là. Il y a 1, 1, 1. Il y a 111 nombres dans cette grille. Et elle est très intéressante parce que mon mentor, Jean-Jacques Moneta, il m'a expliqué comment on pouvait y voir un ordre caché. Et il m'a dit, regarde bien, tu vois bien que on pourrait écrire 003, et 012, 021, 030 pour la première ligne. Oui. Mais vu comment elle a été écrite sur Excel, il ne prend pas les zéros, il efface les zéros Excel. Mais il faut imaginer qu'il y a 2 zéros devant 3 là, un 0 devant 12, et qu'on l'écrit comme ça, avec un 0. Et si on utilise le 0 et on le fait permuter, on peut écrire 030 et on peut écrire 300 avec 2 zéros et 3. Et donc ça commence à faire un lien. On peut voir que ça forme un triangle. Un triangle. Et il m'a dit, regarde bien 39, qui est après 30 donc, et regarde bien ses permutations. Donc 39, 93, 390 ici, 930 ici, et 903, 309. Voilà, ces permutations. Et regarde bien, si tu as un axe de symétrie qui est diagonal là, si tu mets ton axe de symétrie en diagonale, tu t'aperçois que tu commences à avoir une symétrie dans cette figure. Dans cette figure Donc ça, géométrique. c'est intéressant, il me dit d'essayer de trouver le code pour qu'on ait vraiment qu'on arrive à positionner les nombres pour que ça nous fasse des figures géométriques. Puisque là, on avait le début du code. On savait qu'il fallait permuter les nombres pour faire apparaître à peu près des commencements de géométrie. Et on savait qu'il fallait les assembler, donc ces nombres. Il avait 9 séries. Ça, c'est la série numéro 3. Et dans la série numéro 3, donc, il y a 3 parties qu'on peut voir. Une partie ici, une partie là, et une partie là. Pareil, tu as fait la permutation avec 4, 8, 9, 4, 9, 8, voilà. C'est ça. C'est ça. Pour expliquer aux personnes. Hein, ici, voilà. Dans cette permutation-là, ici, vous avez 4, 9, 4, 8, 9, 4, 9, 8, 894, 984, 948. C'est à chaque 849. C'est une permutation de ces 3 chiffres-là à chaque fois. À chaque fois, ce qu'on appelle, nous, une permutation. C'est-à-dire qu'on prend les nombres qu'il y a à l'intérieur et on les permute. Là, ici, il y a 12, 21, puis il y a 120, il y a 210, il y a 102, il y a 201. À chaque fois, à l'intérieur, ces 6 nombres, ils sont la permutation de 0, 1 et 2. 102, 201, 210. On a rajouté un 0 et à chaque fois, ça permet de faire la permutation. Et il m'a dit, regarde bien, essaye de trouver. Alors, moi, j'ai essayé de trouver et je me suis aperçu en comptant qu'il y en avait 73 là. Des nombres. Des nombres sur cette seconde. 73. Et j'ai pris le premier nombre qu'il y avait au milieu et j'ai décidé de l'apposer sur une étoile de David que j'avais vue dans un livre de Kabbale. Donc j'ai mis 444 au milieu, le nombre qu'il y avait au milieu, et puis j'ai commencé à écrire tout autour en spirale les nombres de cette grille. Voilà, tout à fait. Et je me suis aperçu de 2 choses. Ça ne marchait pas pour tous les nombres, mais ça marchait pour certains nombres qui étaient au milieu. Tous les nombres au milieu marchaient correctement. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis concentré sur ces nombres qui marchaient et j'ai pu définir, hop, on va fermer ça, et j'ai pu définir
une grille de nombres qui sont disposés d'une certaine façon. Alors on peut voir que là, on a les nombres qu'on connaît tous, ça 0, commence à 0, 0. 001, et puis on a James Bond, et puis après On va jusqu'à 99. on va jusqu'à 99. 0,99. Et la ligne du dessous, 0, on repart en décalé. Et on repart en décalé. Le décalage que m'avait permis de trouver l'étoile de David. Et ce décalage-là atterrissait ici. Et donc, on avait... Avec la permutation de 001, 0,10 et 100. 0,10 et 100. Et là, donc, ça faisait un triangle parfait. Un triangle parfait. Donc, j'en ai fait une application que vous pouvez voir ici. Donc là, c'est un cube en 3D que je manipule. On va aller en 2D. On va aller en 2D et on apparaît la grille. Et donc, depuis cette grille-là, on va générer un nombre, par exemple 465, et on va le créer dans l'application. Et on s'aperçoit que ce nombre 465, ces permutations vont former une étoile de David parfaite à l'intérieur des nombres. Donc les nombres ici sont rangés par centaines. Chaque ligne, c'est une centaine de nombres. Là, vous avez les unités, les centaines, 200, 300, 400, 500, 600. Et le nombre au milieu, c'est 555. C'est un trichiffre. Il est compris entre 546 plus 9 ou 564 moins 9. Et lui n'est pas permutable parce que c'est un trichiffre. Et 555, on a beau les permuter, ça fera toujours 555. Voilà. Donc ça, on le doit à toi, Pierre. C'est les suites, les suites des travaux. On le doit à Jackie et à moi. On le doit à Jean-Jacques Moneta, qui en a fait 75% du travail, et moi qui ai fait 25% du travail. Ça a été super, pour moi, ça a été super simple. Alors, je ne vais pas dire que j'ai pas fait. Moi, j'ai trouvé ça de suite. Alors, ça n'a pas été compliqué pour moi. Vu toutes les données qu'avait assemblées déjà Jean-Jacques, ça a été super simple. Et ce qu'on peut s'apercevoir, donc, c'est que ce n'est pas anodin. Ça marche pour tous les nombres. Et vous avez un nombre incalculable, enfin, un nombre calculable, pardon, il est tout à fait calculable. Un nombre calculable, là, ici, vous avez 999, que vous voyez en bas. Dernier nombre, c'est le dernier trichiffre. Et si on remonte, vous avez les géométries qui apparaissent. À chaque fois, ça permute et ça permet d'écrire la totalité de l'univers en un temps record. En un temps record, en fait, parce qu'en fait, on écrit plusieurs chiffres à la fois. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait, les nombres. Donc voilà. Et on est un peu dans le code de la matrice. Ah ben là, on est en plein. Là. Ouais, on est en plein dedans. Je vous rappelle, la matrice, c'est des nombres qui dégoulinent en ligne droite, des codes. Bon, bah là, on est à l'horizontale, mais ouais. On est en plein dedans. Et du coup, tu as tiré un nombre maximum de figures, c'est ça? Le tout, la totale unité, donc il y a 1000 nombres dans cette matrice. Ça part de 000 à 999. Et vous avez 220 figures à l'intérieur, en comptant les trichiffres. Et 220, on l'a vu, c'est l'unité de la Grande Pyramide. Voilà ce lien très fort que je voulais aborder avec toi, Pierre. Parce que là, oui, comme tu le dis, c'est l'unité de la Grande Pyramide. Par rapport à ce que tu nous as fait voir tout à l'heure, le plan en coup pour faire ressortir le nombre d'or. 220 coudées, et on retrouve ce nombre de figures dans ce code de la matrice. Voilà. Et donc, une fois que j'avais trouvé ça, il me restait à découvrir une autre chose fondamentale, c'était que le nombre à lui-même
456 par exemple ici, en fait, il ne faut pas le regarder comme un nombre entier et indivisible. Il faut l'imaginer comme une partition de musique qui va nous indiquer tout un tas d'informations, à commencer par sa place et son temps dans l'espace. Ici, on peut voir que les nombres, c'est les nombres eux-mêmes qui ont fait ça. Enfin, Mhm, mhm. ou du moins la personne qui a créé les nombres, qui a fait ça. Et donc, si 4 est égal à x, et qu'on met 5 est égal à y, et 6 est égal à x, dans un plan en 3D, ça nous donne des coordonnées spatiales à la Stargate, en fait. Oui. Et on retrouve, en fait, dans le plan qu'on utilise, nous, tous les jours, le fameux profondeur, largeur et hauteur, Oui, oui, pour, on va retrouver ces nombres-là qui vont s'insérer dans l'espace et dans le temps, parce que c'est aussi du temps qu'on voit qui défile là. C'est du temps qui se passe. Et ça va nous former les mêmes géométries, mais dans l'espace 3D. mhm. Alors Et moi, ça ça me va fait être penser, intéressant. Ouais. ça me fait vraiment penser à, voilà, comme des concepteurs, des programmateurs de jeux vidéo. Par exemple, hein, les Ah oui, jeux oui. vidéo on a beaucoup joué, nous, dans notre enfance, aux jeux vidéo 2D, hein, les arcades. Maintenant, on est vraiment dans le 3D. Et si Ouais, ouais. on veut concevoir une matrice en 3D, il faut indéniablement connaître et maîtriser ce type d'application que tu nous fais voir, pour justement, et en plus prendre le paramètre temps. Parce qu'il faut Tout à savoir fait. que Ouais, ouais. dans notre dimension, voilà, on a les 3 dimensions temps, mais plus cette dimension, enfin les 3 dimensions d'espace, mais en plus cette dimension temps. Tout à fait. Et les 4 sont liés, et c'est vraiment ces 4 dimensions qui génèrent la matrice, quoi. Ah oui, oui. Bah là, quand on arrive à avoir des précisions à ce point précises, alors là, ce qu'on peut voir, c'est un truc exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup des permutations comme ça dans la matrice, parce qu'en fait, il y a 12 permutations ici qui sont 6 fois 6, enfin 6 et 6. La permutation de 267 et la permutation de 348. Elles vont se retrouver sur le même cercle. Ah oui. Sur le même cercle. Donc ça permet de délimiter 12 parties à l'intérieur du cercle. Mhm. Donc là, il n'y en a que. Il n'y en a pas beaucoup. Des cercles qui permettent d'en afficher 12 dessus. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça aussi c'est intéressant de le noter. Et on retrouve toujours ce trichiffre au milieu et cette étoile de David En pinceau. omniprésente. Mhm. Là, big up aux Israélites qui se sont pas loupés sur leur symbole. Hein. Sur la symbolique de cette étoile. Mhm. Oui, D'ailleurs, il y a beaucoup à dire, hein, sur cette étoile de David, puisque bah, en fait, oui, c'est 2 triangles, un point en haut et un point en bas, concaténés. Et comment justement, oui. on est sur la symbolique aussi des 4 éléments, puisque Ah oui, ah oui, les éléments sont représentés, hein, le feu, comment, un triangle point en haut, l'eau point en bas, etc., avec une barre au milieu. Et on peut imaginer cette barre qui passe par le 555, justement, tout à fait. C'est impressionnant. Et sachant que donc, en cette fait, étoile de David peut être insérée dans un cercle parfait. tout à fait, Encore un petit clin d'œil de la matrice. tout à fait. Ouais. Et là, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est l'association de toutes les figures de la matrice. Si on les, si on centralise toutes les figures, alors il y a des petits triangles, il y a des grands triangles, mais si on centralise toutes les figures, ça forme une grande figure qui forme donc une étoile, un hexagone de Un David. hexagone, mais aussi un cube en 3D, quoi. Un cube en 3D aussi, ouais. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que la France est le pays de l'hexagone. D'ailleurs, au passage, France commence avec un F, la 6e lettre de l'alphabet, et France est composée de 6 lettres aussi. Ah ouais. Le nom d'un pays qui a une forme hexagonale, c'est bien trouvé, quoi.
Et donc, ce qu'on peut remarquer, donc, c'est que ces sections qu'on voit à l'écran, là, toutes ces géométries, elles permettent de construire un cube en 3D qu'on peut voir ici, en fait. Alors, il y a des géométries qui sont à l'intérieur des géométries qui n'apparaissent pas. Là, ce qu'on voit, ce sont les géométries les plus externes. Mhm. Ouais, il y en a 27 couches comme ça qui vont créer un semblant de cube dans l'espace, mais aussi des pyramides, selon l'angle qu'on le, qu'on le regarde, On le regarde. ou un escalier qui mènerait à quelque part. Voilà, ce qu'on peut dire déjà grâce à... Une sphère aussi, ça ressemble à une sphère. Ah oui, Ce oui. mélange entre pyramide, sphère et cube. Alors moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est à la division cellulaire. Oui, aussi. Ça me fait beaucoup penser à la division cellulaire. Mais à savoir que justement, la Grande Pyramide, on jongle avec des cercles, des cubes, des sphères, des... Voilà. Je vous rappelle pour mémoire que si on prend un cube d'un mètre de côté, donc on va avoir un beau mètre cube, et si on intègre dans ce mètre cube, dans ce cube, une sphère qui va venir toucher les parois de ce cube, il faut savoir que cette sphère aura comme volume 52,36% du cube. Ça, c'est fabuleux. Bon, à nos détracteurs, hein, on va travailler là-dessus. Parce que là, Eh c'est oui. pareil, on est en plein dans les chiffres, dans la géométrie, c'est indémontable, c'est indémontable. Aussi, c'est le cube et la sphère. Et oui, voilà. C'est pas Voilà. un truc tronqué, un vieux Mm. truc. Non, non, c'est deux éléments fondamentaux, quoi. C'est Et ça. notre Terre est une sphère. Et notre Terre est une sphère, Ça, c'est qui, extraordinaire. qui selon moi est une matrice représentée par un cube. Donc les deux concaténés, Voilà, toujours. d'accord. Voilà. Donc, bah écoute, merci pour cette démonstration, Pierre. Moi, je voulais qu'on discute. Cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Moi, je voulais qu'on discute ensemble, justement, si tu peux revenir à ton écran. Ouais. Moi, avoir ton avis sur cette suggestion que je propose, le fait que nous vivions dans une matrice, hein, chacun l'appellera comme il le veut. Moi, pour moi, j'aime bien employer le terme simulateur quantique, parce que là, on est vraiment dans un simulateur de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Quand tu te penches comme ça sur cette grande pyramide, est-ce que ça renforce cette idée au fond de toi qu'en effet, les concepteurs de ce monument étaient au courant de tout ça et nous ont légué ce message, ce secret, ou est-ce que ça fait partie de la matrice, comme moi j'aime bien l'appeler, l'empreinte de la Non, matrice? ils nous ont bien laissé un secret qui s'amuse parfois à révéler. Non, non, il y a bien quelque chose d'extraordinaire. Il y a bien un plan initial à respecter, à mon avis, pour pouvoir tout simplement profiter de la lumière, être nourri par la lumière. Et ça, c'est important. La lumière nourrit. On pourrait, bon, moi, je suis très gourmand et j'adore manger, mais je pense qu'on pourrait même se nourrir que de lumière. Mais d'une certaine forme de lumière, c'est-à-dire une lumière qui apaise le cœur à à travers des actions précises. Oui, je pense que l'être humain est capable de choses extraordinaires. Moi, je me souviens d'une vidéo que j'ai vue d'un yogi ou d'un mec qui savait faire des trucs extraordinaires avec son corps. Et il y avait des scientifiques qui lui transperçaient le corps avec des épées et ça ne lui faisait rien. Et il ressortait les épées et il était toujours debout, le mec, il n'était pas effondré. Il n'y avait aucune goutte de sang, rien du tout. Et ces vidéos, je sais qu'elles existent et je dis pas de bêtises en vous disant ça. Donc le corps humain, l'esprit humain est capable de dissocier son corps et d'atteindre un corps dans lequel lui, qui n'est que composé de lumière, c'est-à-dire de bonnes choses, ce qu'on appelle les bonnes choses. Et ce qui est bon, c'est ce qui conserve la vie. Et ce qui est paradoxalement, par exemple, la cigarette, ça peut conserver la vie. C'est-à-dire que ça peut conserver ta vie si tu es fumeur, si tu aimes fumer. Tu peux prendre une cigarette. Alors que le médecin te dirait, ouais, non, ça va pas vous allonger la vie.
Alors attention, hein, on ne vous incite pas à fumer hein, pour les non-fumeurs. Ah oui, oui, tout à C'est un fait. exemple, hein, c'est un C'est un exemple qu'on exemple, prend. tout Voilà. à fait, Non, c'est non, un mais je exemple. vois ce que tu veux dire dans la démarche. Voilà. Ouais, Voilà. ouais. Oui, oui, c'est-à-dire être bienveillant avec l'autre et accepter l'autre tel qu'il est. Ça, c'est important. Fait vraiment partie des démarches qui, moi, m'ont permis de l'observer, cette matrice, en train de me parler, en train de me communiquer tout un tas de signes. Ça peut passer par des messages à travers le téléphone. Vous recevez un bip à tel moment, parce que vous êtes en train de penser, de mettre le point sur quelque chose à tel moment, où vous, dans votre être-té à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on appelle les synchronicités, quoi. C'est ça, ouais. C'est quand votre intérieur rejoint le grand plan, quoi. Le grand plan. Là, il se passe quelque chose. Là, vous êtes connecté et vous avez les portes qui s'ouvrent, les gens qui s'ouvrent. Mais si vous êtes fermé dans votre cœur, vous à l'intérieur, la personne en face, si elle est éveillée, elle va le sentir et ne va pas forcément vous révéler ce que vous n'avez pas à savoir. Exactement. Et oui, moi je pense qu'on a, comme ça a été souvent dit, on a tous une parcelle de divin en nous. Et je pense que l'homme est capable de choses énormes. Et Ouais. malheureusement, tout ça, ça a été. Alors, est-ce que ça a été oublié, occulté volontairement? Mais moi, je pense que dans cette grande pyramide, on a une clé pour ouvrir toutes ces portes, justement. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont donné autant de mal à faire ce. Eh oui. Enfin, moi je mets toujours des guillemets, hein, à il qui a fait ça. Hein, on s'accroche aux petits Égyptiens. Alors moi, il y avait quelque chose que me disait Jean-Jacques Moneta. Il me disait, il m'a plusieurs fois répété là. Enfin, il me l'a répété, il me l'a dit qu'une fois, mais je me suis souvent répété après. Il me disait pour qu'une civilisation comme l'Égypte dure 3000 ans, ou peut-être plus, hein, enfin, on ne sait pas trop depuis combien de temps elle existait, mais pour qu'une civilisation dure autant de milliers d'années, il faut qu'à un moment donné, elle qui est basée sur l'adoration des dieux, et, etc., etc., il faut qu'il y ait eu, à un moment donné, des manifestations de ce dieu pour que ça perdure autant de moments, quoi. Oui. Et Comme Fatima, comme Fatima tu vois, comme les événements de Fatima qui sont attribués à la Vierge Marie, mais qui peuvent aussi être attribués à une forme de conscience supérieure, on ne sait pas, extraterrestre, on ne sait pas. On ne sait pas, vu qu'on a, comme dirait Coluche, qu'on juge qu'avec notre intelligence, comment on peut appréhender une civilisation qui a des milliers d'avance sur nous. Et là, on vient encore d'en donner la preuve aujourd'hui. Hein. En effet, ils avaient des milliers d'avance au niveau connaissance pour, voilà, pour faire cette grande pyramide, cet outil aussi parfait, aussi qui regorge d'autant de données en paf, un truc tout simple pourtant. Hein, parce que vous voyez des photos de la grande pyramide sur le net, vous voyez une belle forme géométrique là qui est posée là. Bon, on va pas plus loin. Mais lorsqu'on creuse le sujet, on voit comment ce que tu as encore expliqué aujourd'hui, toutes ces données qui sont intégrées à l'intérieur, mais ceux qui ont conçu ça, on en parlait en off, hein, c'est peut-être des dieux, hein, Ah ben oui, oui, c'est ça. pour avoir autant de connaissances, pour connaître les Et dimensions, Terre-Lune, etc. souviens-toi des calculs de Cantin-Leplat qui parlait de l'impossibilité de le réaliser à main nue, tout ça. Mais oui, il avait Donc il y a fait. des Oui, machines, il y a de la mécanique, il y a un savoir. alors c'est là où moi justement je vais peut-être en heurter plus d'un. J'ai quand même de sérieux doutes quant à sa construction. Parce qu'on se retrouve face à des choses, faut bien se dire, hein, faut appeler un chat un chat. Quand tu es face à ça, tu te dis c'est irréalisable. Nous, actuellement, on se le dit. Alors déjà à l'époque, Bah c'est ça, c'est comment les ça. mecs, comment l'ingénieur il a pu convaincre. Non, c'est ça. Si tu convaincs pas tout le monde, si t'as pas les moyens de le faire. Et les moyens de le faire, on l'a vu avec Quentin, ils sont pas humains. C'est ça. C'est ça. Je vous invite à voir cette vidéo que Quentin avait fait. Justement, lui, je
crois Il est qu'il spécialiste. il est spécialiste justement dans tout ce qui va être sportif, les calories nécessaires à faire certains exercices. Et il avait fait justement ces calculs, hein. Là, c'est pareil, on est sur des calculs. Est-ce Les qu'on peut... calories nécessaires pour C'est ça. déplacer tant de mètres cubes et ce poids, ces tonnes, les calories nécessaires, divisé par tant de jours, par tant de personnes, etc., on se rend compte que ça tient pas la route. Donc c'est pas humain, c'est ce que je dis, c'est pas humain, il y a autre chose derrière tout ça, il y a autre chose. Malgré ce que certains détracteurs vont nous mettre dans les dents, mais c'est pas grave, hein, mais pour moi, c'est pas humain. Même si on peut retrouver des traces d'inscriptions de chantier peints dans les chambres de décharge, des traces d'outillage, etc. Moi, je veux bien, hein, mais c'est pas humain. Qu'est-ce qui a fait ça? Comment l'ont-ils fait? Ça, c'est la grande question. C'est ça. Soit on a affaire à une puissance de la magie, hein, des dieux, qu'on peut, ce que nos détracteurs, eux, semblent rejeter comme Oui, en si bloc, c'était impossible. c'est totalement exclu. Voilà, ouais. Oh, mais ils s'excluent eux-mêmes de l'équation, en fait, parce que si notre but, c'est de rejoindre notre divinité et d'acquérir, grâce à la sagesse, à la patience et au pardon, si grâce à ça, on arrive à atteindre notre étincelle divine, bah, c'est eux qui s'excluent de cette équation-là eux-mêmes, hein, quand ils disent s'ils se ferment à ça, ça ne pourra jamais arriver. Et puis je veux dire, à un moment donné, faut passer la seconde, hein. L'archéologie, c'est une science qui a plus de 2 siècles. Là, aujourd'hui, on est en 2022, on n'a toujours pas compris comment ils ont fait pour construire ce truc-là. Et on aura beau chercher, retourner la question dans tous les sens, on n'aura pas de réponse. Ça me fait un petit peu penser à l'ufologie, moi. Voilà, ça fait depuis les années 1940 que des groupes ufologiques se sont créés à travers le monde pour trouver une réponse à ce mystère concernant les ovnis, etc. Et là, voilà, 80 ans plus tard, on est toujours dans... On n'a pas trouvé de réponse. Donc à un moment donné, il faut passer la seconde, c'est ce que je dis. Il faut peut-être réfléchir autrement que par rapport à la matière. C'est là où je veux essayer d'en venir. Tout à fait. Quand des choses matériellement sont irréalisables, il faut penser autrement. Voilà. Il faut rester ouvert et c'est Il là, faut rester ouvert, c'est ça. c'est là où les choses arrivent. C'est là où les choses arrivent. Il faut jamais cesser d'y croire. Si tu cesses d'y croire, tu perds la magie. C'est ça. Tu perds la magie du truc. Et en plus, si tu t'amuses à l'enfoncer et à, et à, et à maltraiter cette magie-là, ben, il y a un retour de bâton et généralement, celui-là, il fait mal. Là, c'est la vie. C'est la vie. Quand la vie intègre la mort a l'impression de mourir. C'est tellement c'est dissocier les choses. Quand on se prend la vérité en face, hein, c'est toujours pareil. Soit ça fait du bien, soit ça pique. C'est ce que disait Morpheus. Et, Hein. et, Je t'ai promis la vérité, j'ai pas dit que ça allait te faire plaisir. Hein. C'est ça. Bon, bah écoute Pierre, je te remercie beaucoup pour cet échange, c'était passionnant. Et on rappelle, hein, je mettrai sous la vidéo les liens de tes 2 pages Facebook. Et puis, on mettra aussi les numéros d'Atlantis dans lesquels vous pouvez trouver les numéros de François Dupuy-Pacheran. Sur lesquels nous avons parlé, exactement. Ouais, les articles de François Dupuy-Pacheran, pardon. Et puis aussi, je fais un petit coucou à Hervé, tu reprendras aussi une vidéo avec Hervé sur Monde Mystérieux pour compléter tout ça, rentrer peut-être un peu plus en profondeur sur certains sujets. Et voilà. Alors, on va voir un truc exceptionnel. Chez Hervé, on va voir quelque chose d'extraordinaire. On a vu des choses extraordinaires là aujourd'hui. Et si vous voulez voir les zététiciens se casser la figure sur une équation et sur une proposition, il faut aller voir Hervé. Cette vidéo. Hâte de voir celle-ci. Écoute, Pierre, je te dis à très très bientôt parce que moi, la porte est ouverte.
on sera pas sans se retrouver prochainement, peut-être pour de nouvelles aventures, nous faire part de tes nouvelles recherches et découvertes. Ça Bien sera avec sûr, grand ça plaisir. avec grand plaisir. Ouais. Voilà, ok. Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt sur Horus. Si cette vidéo vous a plu, hein, je fais mon petit youtubeur, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis à la partager surtout parce que bah, Horus c'est tout nouveau et j'ai besoin de vous pour Ouais, la faire connaître c'est et ça. puis faire connaître des gens comme Pierre, passionnant. Voilà. Ouais, ouais. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Pierre À et bientôt tout le monde. prenez soin de vous. Ciao, Ouais, ciao. namasté.